Qu'est-ce que la conscience pour votre cerveau? Attention, schéma theory. Vous êtes conscient en ce moment même. Vous savez que vous regardez cet écran, que vous écoutez ma voix, que vous pensez à ces mots. Mais voici la question qui va fissurer votre certitude. Et si cette sensation d'être conscient, cette expérience intime et irréductible qui semble définir votre existence, n'était qu'une histoire que votre cerveau se raconte à lui-même? Une construction, un modèle simplifié, une carte approximative dessinée par vos neurones pour résoudre un problème pratique. Voici la promesse concrète des 60 prochaines minutes. Vous allez comprendre comment votre cerveau construit l'illusion de la conscience subjective, pourquoi cette illusion est inévitable et ce que cela change réellement dans votre vie. Je vais vous montrer que la conscience n'est pas ce phénomène mystique et inexplicable que la philosophie traditionnelle a vénéré pendant des siècles, mais quelque chose de beaucoup plus étrange et fascinant, un schéma d'attention, un modèle interne que votre cerveau utilise pour suivre sa propre activité attentionnelle. 2 boucles de curiosité vont structurer notre voyage. Boucle numéro 1, le résultat surprenant. Pourquoi les mêmes structures cérébrales qui vous permettent de comprendre l'attention des autres construisent aussi votre propre sentiment d'être conscient? Boucle numéro 2, le twist contre-intuitif. Comment ce qui semble le plus réel et personnel dans votre expérience, cette sensation intime d'exister, pourrait être la chose la moins fiable que votre cerveau produit. Les enjeux personnels? Si cette théorie est vraie, alors la conscience n'est pas un mystère insondable réservé aux philosophes et aux moines tibétains. C'est un processus physique, compréhensible, potentiellement reproductible. Cela signifie que nous pouvons l'étudier, le modifier, peut-être même le créer dans des machines. Mais si elle est fausse, alors nous devons accepter qu'il existe une barrière fondamentale dans l'univers, quelque chose que l'on ne pourra jamais franchir. Votre position sur cette question change tout, de la façon dont vous comprenez votre propre esprit à la manière dont vous envisagez l'intelligence artificielle et la de la réalité elle-même. La feuille de route est claire. D'abord, nous allons définir précisément ce qu'est l'attention et comment elle diffère de la conscience. Ensuite, nous explorerons comment votre cerveau construit un modèle simplifié de cette attention, un schéma approximatif qui capture l'essentiel sans les détails impossibles à gérer. Enfin, nous verrons comment ce schéma d'attention devient l'expérience subjective de la conscience, cette sensation mystérieuse d'être vous. Mais avant de plonger plus profond, prenez 2 secondes pour vous abonner à El Observador Quantico. Nous explorons les frontières les plus dérangeantes de la neuroscience et de la conscience, et chaque vidéo est conçue pour fissurer vos certitudes les plus solides. Un clic maintenant vous assure de ne rien manquer. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez en ce moment. Paris, Buenos Aires, Montréal, Tokyo. La conscience que nous allons déconstruire ensemble transcende les frontières et j'adore savoir où cette conversation résonne dans le monde. Alors commençons par la définition la plus claire possible. La conscience, dans le langage courant, désigne cette expérience subjective d'être quelqu'un, d'avoir un point de vue intérieur, de ressentir les choses d'une certaine façon. Les philosophes l'appellent la qualité phénoménale, le fait qu'il y ait quelque chose que ça fait d'être vous. L'attention, en revanche, est un processus cognitif mesurable. C'est le mécanisme par lequel votre cerveau sélectionne certaines informations et en ignore d'autres, amplifie certains signaux et en supprime d'autres. Voici l'analogie centrale qui va structurer tout ce qui suit. Imaginez l'attention comme un projecteur dans un théâtre sombre. Il éclaire certaines parties de la scène,
laisse d'autres dans l'ombre, se déplace selon les besoins de la performance. Ce projecteur existe objectivement, fait un travail mesurable, peut être étudié de l'extérieur. Maintenant, imaginez que le théâtre lui-même développe une carte mentale de ce projecteur. Pas une reproduction parfaite avec tous les détails techniques, toutes les ampoules et tous les circuits, mais un modèle simplifié qui capture l'essentiel, où pointe le projecteur, quelle est son intensité, comment il se déplace. Cette carte, ce schéma approximatif du projecteur, c'est ce que l'Attention Schema Theory appelle le schéma d'attention. Et selon cette théorie, ce schéma d'attention est précisément ce que nous appelons conscience. Mais attention, et c'est crucial, cette théorie ne dit pas que la conscience n'existe pas. Elle ne dit pas que votre expérience subjective est une illusion au sens où elle serait fausse ou sans importance. Elle dit quelque chose de plus subtil et profond. Elle dit que la conscience est une description que votre cerveau fait de lui-même, un modèle simplifié construit pour des raisons pratiques, et que ce modèle simplifié contient nécessairement des inexactitudes, des approximations, des trous. Voici une expérience de pensée qui va rendre cela viscéral. Fermez les yeux un instant après avoir écouté cette phrase. Remarquez comment votre attention se déplace. D'abord sur ma voix, puis peut-être sur une sensation dans votre corps, puis sur une pensée qui traverse votre esprit. Maintenant, la question clé. Qu'est-ce qui sait que votre attention se déplace? Qu'est-ce qui observe l'observateur? Ce n'est pas l'attention elle-même, car l'attention est occupée à faire son travail de sélection et d'amplification. C'est autre chose. Un processus qui surveille et modélise votre propre attention. Et ce processus de surveillance, ce modèle que votre cerveau construit de sa propre activité attentionnelle, c'est ce qui génère cette sensation étrange et familière d'être conscient. Cela soulève une question vertigineuse qui va nous accompagner pendant les chapitres suivants. Si la conscience est un modèle de l'attention, et si tous les modèles sont par définition des simplifications imparfaites, alors que manque-t-il dans votre expérience consciente? Quels aspects de votre propre fonctionnement mental restent invisibles au modèle? Et surtout, pourquoi votre cerveau a-t-il évolué pour construire ce modèle en premier lieu? Reprenons depuis le début avec une clarté chirurgicale. L'attention est un processus physique mesurable dans votre cerveau. C'est le mécanisme par lequel certaines informations sensorielles, certaines représentations mentales, certains souvenirs reçoivent un traitement prioritaire, tandis que d'autres sont supprimés ou ignorés. Quand vous lisez ces mots, votre attention visuelle amplifie les signaux provenant de la zone centrale de votre rétine et supprime les informations périphériques. Quand vous écoutez ma voix dans un café bruyant, votre attention auditive filtre les conversations environnantes et amplifie les fréquences de ma parole. Ce processus existe objectivement, peut être mesuré avec des électrodes, observé dans les scanners cérébraux, quantifié en termes de décharge neuronale et de synchronisation oscillatoire. Mais voici où les choses deviennent fascinantes. Avoir de l'attention et savoir qu'on a de l'attention sont deux processus complètement différents. Votre ordinateur peut allouer des ressources de traitement à certaines tâches plutôt qu'à d'autres. C'est une forme primitive d'attention. Mais il ne sait pas qu'il fait ça. Il n'a aucun modèle interne de sa propre allocation attentionnelle. Vous, en revanche, vous savez où va votre attention. Vous pouvez rapporter que vous étiez concentré sur la lecture ou distrait par une pensée. Vous avez accès à une représentation de votre propre état attentionnel. L'analogie du projecteur que nous avons introduite au chapitre précédent devient maintenant plus précise. Le projecteur lui-même, c'est l'attention brute, la lumière qui éclaire, les mécanismes qui orientent, l'intensité qui varie.
Cela existe physiquement, fait un travail concret, peut être mesuré de l'extérieur. Maintenant, ajoutons un élément crucial. Imaginez que le théâtre développe un système de surveillance. Pas des caméras sophistiquées qui captent chaque détail du projecteur, chaque variation d'intensité, chaque micro-mouvement. Non. Un système beaucoup plus simple. Un modèle schématique qui répond à des questions basiques. Où pointe le projecteur en ce moment? Est-il concentré ou diffus? Se déplace-t-il rapidement ou lentement? Ce modèle schématique, cette carte approximative du projecteur, c'est le schéma d'attention. Et selon la théorie que nous explorons, c'est précisément ce schéma approximatif qui génère votre expérience consciente. Voici l'expérience de pensée qui va rendre cela impossible à oublier. Imaginez que vous êtes en train de lire un livre captivant. Votre attention visuelle est verrouillée sur les mots, page après page. Soudain, quelqu'un prononce votre nom derrière vous. Que se passe-t-il? Deux processus distincts s'activent. Premier processus, votre attention auditive se réoriente automatiquement vers la voix. C'est un mécanisme réflexe, rapide, en grande partie inconscient. Les neurones du colliculus supérieur déclenchent une cascade de réorientation sensorielle avant même que vous ayez le temps de décider quoi que ce soit. Deuxième processus, vous devenez conscient de ce changement attentionnel. Vous savez que votre attention vient de basculer du livre vers la voix. Vous pouvez le rapporter, le décrire, y réfléchir. Ce deuxième processus, cette connaissance que votre attention a changé, c'est le schéma d'attention en action. Mais attention, et je ne peux pas insister assez sur ce point crucial, cette théorie ne dit pas que la conscience est identique à l'attention. C'est l'erreur la plus commune, le piège conceptuel dans lequel tombent même certains neuroscientifiques. L'attention. Schema Theory ne dit pas que être conscient, c'est avoir de l'attention. Elle dit que être conscient, c'est avoir un modèle de sa propre attention. La différence est abyssale. Un système peut avoir de l'attention sans conscience, comme un ordinateur ou un thermostat sophistiqué. Mais un système ne peut pas avoir de conscience, selon cette théorie, sans avoir un modèle de sa propre attention. Voici maintenant les limites explicites de ce cadre théorique. Parce que toute théorie scientifique sérieuse doit définir non seulement ce qu'elle explique, mais aussi ce qu'elle n'explique pas. Cette théorie ne prétend pas résoudre le problème difficile de la conscience, tel que formulé par David Chalmers. Elle ne vous dit pas pourquoi avoir un schéma d'attention devrait produire une expérience subjective plutôt que simplement fonctionner dans le noir, sans aucune sensation intérieure. Elle contourne ce problème en suggérant qu'il est mal posé, que la question même repose sur une confusion conceptuelle. Mais elle ne peut pas prouver cette affirmation de manière définitive. De plus, cette théorie ne dit pas que la conscience n'est qu'une illusion sans importance. Elle ne réduit pas votre expérience vécue à une simple erreur de calcul. Elle dit quelque chose de beaucoup plus nuancé, que la conscience est un type spécifique de représentation mentale, un modèle que votre cerveau construit de lui-même et que ce modèle a des propriétés particulières qui expliquent pourquoi la conscience vous semble si étrange, si irréductible, si différente de tout le reste. Alors maintenant que nous avons établi ces bases, avec précision, une question vertigineuse émerge naturellement. Si la conscience est un schéma d'attention, un modèle que le cerveau construit de sa propre activité attentionnelle, alors pourquoi diable le cerveau ferait-il ça? Quelle pression évolutive pourrait favoriser le développement d'un tel système? Pourquoi ne pas simplement avoir de l'attention sans construire ce modèle supplémentaire apparemment coûteux? La réponse va nous plonger dans le cœur même de ce qui fait de vous un être social,
capable de naviguer dans un monde rempli d'autres esprits aussi complexes et imprévisibles que le vôtre. Et c'est exactement là que nous allons au chapitre suivant. Voici la première étape pour comprendre comment votre cerveau construit le schéma d'attention. Imaginez que vous êtes dans une conversation avec quelqu'un. Cette personne regarde soudainement vers la gauche. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Son corps se penche dans cette direction. Que fait votre cerveau à cet instant précis? Il ne se contente pas d'enregistrer ces informations visuelles brutes. Il construit automatiquement un modèle de l'état mental de cette personne. Il infère que son attention s'est déplacée vers quelque chose à gauche, que ce quelque chose a capturé son intérêt, qu'elle estime maintenant focalisée sur cet objet ou cet événement. Vous construisez un modèle de son attention sans même y penser consciemment. Ce processus s'appelle la théorie de l'esprit et c'est l'une des capacités cognitives les plus sophistiquées que les primates ont développées. Comprendre ce que les autres perçoivent, où va leur attention, quelles sont leurs intentions, c'est crucial pour la survie sociale. Cela vous permet de prédire le comportement, de coopérer efficacement, de manipuler si nécessaire, de naviguer dans la complexité vertigineuse des relations sociales. Et voici le point absolument crucial. Les régions cérébrales qui construisent ce modèle de l'attention des autres sont principalement situées dans le cortex temporal supérieur, particulièrement dans la jonction temporo-pariétale. Ces zones s'activent puissamment quand vous pensez à ce que quelqu'un d'autre perçoit ou ressent. Maintenant, deuxième étape, et c'est là que l'architecture devient fascinante. Ces mêmes régions cérébrales, ces mêmes circuits neuronaux qui modélisent l'attention des autres, s'activent aussi quand vous réfléchissez à votre propre attention. Quand vous vous demandez sur quoi vous étiez concentré il y a 5 minutes, quand vous remarquez que votre esprit vagabonde, quand vous décidez consciemment de rediriger votre focus, ce sont ces régions de théorie de l'esprit qui s'allument dans les scanners. Le cerveau utilise le même mécanisme pour modéliser l'attention des autres et pour modéliser sa propre attention. C'est comme si l'évolution avait recyclé un outil social et l'avait tourné vers l'intérieur. Troisième étape, et c'est ici que nous touchons le cœur de la théorie. Ce modèle interne de votre propre attention n'est pas une reproduction parfaite et détaillée de tous les processus attentionnels qui se déroulent réellement dans votre cerveau. C'est impossible. Votre cerveau contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, créant un réseau d'une complexité absolument vertigineuse. Modéliser tout cela en temps réel avec une précision parfaite nécessiterait des ressources computationnelles infinies. Donc, le cerveau fait ce que font tous les systèmes intelligents face à la complexité. Il simplifie. Il construit un modèle approximatif qui capture l'essentiel tout en éliminant les détails impossibles à gérer. Ce modèle simplifié a des caractéristiques très particulières. Il représente l'attention comme une propriété unitaire, comme une substance ou une essence qui peut être dirigée vers différents objets. Il ne capture pas les mécanismes neuronaux complexes, les oscillations gamma, les patterns de synchronisation, les cascades de neurotransmetteurs. Il construit quelque chose de beaucoup plus schématique, une représentation abstraite qui dit essentiellement « il y a quelque chose ici ». Dans ce corps qui est dirigé vers cet objet externe, qui le saisit d'une certaine manière. Et cette représentation abstraite, cette propriété unitaire et ineffable que le modèle attribue à votre cerveau, c'est précisément ce que nous appelons la conscience subjective. Voici le premier e-hook qui va réorganiser votre compréhension. Si ce mécanisme tient, si la conscience est vraiment un schéma simplifié de l'attention, construit par les mêmes circuits que ceux qui modélisent l'esprit des autres, alors plusieurs prédictions deviennent testables.
D'abord, endommager les régions de théorie de l'esprit devrait affecter non seulement votre capacité à comprendre les autres, mais aussi votre propre expérience consciente. Ensuite, les animaux qui ont développé une théorie de l'esprit sophistiquée, comme les grands singes et peut-être les dauphins et les corbeaux, devraient aussi avoir une forme de conscience similaire à la nôtre. Enfin, et c'est vertigineux, si vous pouviez construire artificiellement un système qui modélise sa propre attention de cette manière simplifiée, ce système devrait rapporter avoir une expérience consciente. Mais cela ouvre immédiatement une troisième boucle de curiosité que nous allons explorer dans les chapitres suivants. Si la conscience est un modèle simplifié, une approximation grossière des processus attentionnels réels, alors quelles sont les implications évolutives? Pourquoi cette simplification particulière plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui a rendu ce type spécifique de modèle avantageux pour la survie et la reproduction? La réponse implique une hypothèse audacieuse sur la fonction originale de la conscience, une fonction qui n'a rien à voir avec la contemplation philosophique ou l'introspection profonde, mais tout à voir avec un problème pratique très concret: comment prédire et influencer le comportement des autres membres de votre groupe social? Pensez-y un instant. Si vous avez un modèle sophistiqué de l'attention des autres, vous pouvez prédire où ils vont regarder, ce qui va capturer leur intérêt, comment rediriger leur focus. C'est un avantage social immense. Mais voici le twist. Pour que ce modèle soit vraiment précis, pour qu'il capture les nuances subtiles de l'attention humaine, il doit être calibré. Et comment calibrer un modèle de quelque chose d'invisible comme l'attention? En l'appliquant d'abord à vous-même, en construisant un schéma de votre propre attention que vous pouvez ensuite utiliser comme template pour comprendre l'attention des autres. La conscience pourrait être, dans cette perspective, un effet secondaire d'un mécanisme social. Un sous-produit cognitif d'une pression évolutive pour mieux manipuler et coopérer avec vos congénères. Les preuves concrètes commencent à émerger des laboratoires de neurosciences cognitives à travers le monde. Des chercheurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour scanner le cerveau de volontaires pendant qu'ils accomplissaient 2 tâches distinctes. Première tâche, penser à ce qu'une autre personne perçoit ou ressent en ce moment. Deuxième tâche, réfléchir à leur propre état mental, à ce sur quoi ils sont concentrés, à ce qu'ils ressentent intérieurement. Les résultats sont frappants. Les mêmes régions s'activent pour les 2 tâches. Le cortex temporal supérieur, particulièrement la jonction temporo-pariétale droite, s'illumine quand vous modélisez l'esprit des autres et quand vous réfléchissez à votre propre esprit. Le cerveau ne fait pas de distinction fondamentale entre comprendre l'attention d'autrui et comprendre sa propre attention. Mais voici où cela devient encore plus fascinant. Les chercheurs ont identifié des patterns d'activation spécifiques qui correspondent précisément à ce que prédit l'attention schema theory. Quand vous pensez à l'attention de quelqu'un d'autre, votre cerveau ne réplique pas littéralement son activité neuronale. Il construit une représentation abstraite et simplifiée. Cette représentation encode des informations basiques. Où pointe l'attention? Quelle est son intensité? Comment elle se déplace dans le temps? C'est exactement le type de modèle schématique que la théorie propose. Et quand vous tournez cette capacité vers vous-même, quand vous devenez conscient de votre propre attention, le même type de représentation abstraite s'active. Voici une nouvelle analogie qui va rendre ce mécanisme impossible à oublier. Pensez à un GPS dans votre voiture. Le GPS ne contient pas une réplique miniature parfaite de toutes les routes du pays avec chaque nid de poule, chaque fissure dans l'asphalte, chaque variation de texture. Il contient un modèle schématique, des lignes
qui représentent les routes, des points qui représentent les intersections, des zones qui représentent les bâtiments. Ce modèle simplifié est suffisant pour vous guider efficacement d'un point à un autre. Votre schéma d'attention fonctionne de la même manière. Ce n'est pas une reproduction parfaite de tous vos processus neuronaux attentionnels. C'est un GPS mental, une carte schématique qui capture l'essentiel tout en éliminant la complexité ingérable. Mais maintenant, confrontons le contre-argument le plus sérieux parce qu'ignorer les objections honnêtes affaiblit n'importe quelle théorie. Les critiques disent aussi. D'accord, vous avez montré que les mêmes régions cérébrales traitent l'attention des autres et la nôtre. Vous avez montré que le cerveau construit des modèles simplifiés. Mais vous n'avez pas expliqué le problème difficile. Pourquoi ce modèle simplifié devrait-il être accompagné d'une expérience subjective? Pourquoi y a-t-il quelque chose que ça fait d'avoir un schéma d'attention plutôt que simplement fonctionner dans le noir sans aucune sensation intérieure? C'est l'objection du zombie philosophique. On peut concevoir un système qui a exactement la même architecture neuronale, le même schéma d'attention, mais sans aucune conscience subjective. Voici la réponse nuancée et honnête. L'attention, Schema Theory, ne prétend pas résoudre le problème difficile tel qu'il est traditionnellement formulé. Elle fait quelque chose de plus subtil et peut-être plus profond. Elle suggère que le problème difficile repose sur une confusion conceptuelle, sur une mauvaise compréhension de ce qu'est réellement la conscience. Quand vous demandez pourquoi il y a une expérience subjective qui accompagne le schéma d'attention, vous présupposez déjà que l'expérience subjective est quelque chose de séparé du schéma, quelque chose d'additionnel qui doit être expliqué. Mais selon cette théorie, l'expérience subjective est le schéma. Ce n'est pas que le schéma produit la conscience comme effet secondaire. Le schéma est la conscience. Et voici le deuxième rehook, le détail que personne ne mentionne dans les discussions populaires de cette théorie. Ce modèle simplifié a une propriété vraiment étrange. Parce qu'il est simplifié, parce qu'il élimine tous les détails mécanistes complexes, il représente nécessairement l'attention comme quelque chose de non physique, comme une propriété mystérieuse et ineffable. Le modèle ne peut pas capturer les oscillations gamma, les cascades de neurotransmetteurs, les patterns de synchronisation neuronale. Donc il représente l'attention comme une essence pure, comme une substance immatérielle. Et c'est précisément pourquoi la conscience vous semble si étrange, si irréductible, si différente de tout le reste dans l'univers physique. Ce n'est pas parce que la conscience est réellement non physique. C'est parce que le modèle que votre cerveau construit de sa propre attention est nécessairement incomplet et donc représente cette attention comme mystérieuse. Pensez aux implications vertigineuses de cela. Votre intuition la plus profonde sur la de votre propre conscience, cette sensation que c'est quelque chose de fondamentalement différent de la matière physique, quelque chose qui ne peut pas être réduit à des processus neuronaux, cette intuition pourrait être exactement ce que prédit la théorie. Le modèle simplifié génère nécessairement l'impression que la conscience est non physique, précisément parce qu'il ne peut pas capturer les détails physiques. Votre certitude subjective, la plus intime sur la mystérieuse de la conscience, pourrait être la meilleure preuve que la conscience est exactement ce que la théorie dit qu'elle est. Un modèle approximatif construit par votre cerveau pour suivre sa propre attention. Mais si cette architecture neuronale crée l'illusion de la conscience, alors que se passe-t-il quand cette architecture dysfonctionne, quand les régions qui construisent le schéma d'attention sont endommagées ou perturbées? Les prédictions sont claires et testables. Et c'est exactement ce que nous allons explorer au chapitre suivant, en plongeant dans les cas pathologiques fascinants où le schéma se brise et révèle sa véritable
Les cas pathologiques révèlent la véritable architecture de la conscience avec une clarté chirurgicale. Commençons par l'héminégligence, un syndrome neurologique fascinant et troublant qui survient généralement après une lésion du cortex pariétal droit. Les patients atteints d'héminégligence ignorent complètement un côté de l'espace, typiquement le côté gauche. Ils ne mangent que la moitié droite de leur assiette. Ils se rasent uniquement le côté droit du visage. Ils dessinent une horloge avec tous les chiffres entassés sur le côté droit. Mais voici ce qui est vraiment étrange. Ils ne sont pas conscients de leur déficit. Ils ne réalisent pas qu'ils ignorent la moitié de l'univers. Leur schéma d'attention a été endommagé de telle manière qu'il ne représente plus l'espace gauche. Et parce que le schéma ne le représente pas, ils n'en sont pas conscients. Maintenant, analysons ce que cela révèle sur la de la conscience. L'attention physique de ces patients vers le côté gauche est perturbée, certes, mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que leur conscience de cette perturbation est également absente. Ils n'ont pas l'expérience subjective d'un espace manquant. Ils ne sentent pas qu'il leur manque quelque chose. Leur monde conscient est complet et cohérent, simplement réduit de moitié. Cela confirme précisément ce que prédit l'attention Schema Theory. La conscience subjective suit le schéma d'attention, pas la réalité objective de l'attention elle-même. Quand le schéma est incomplet, la conscience est incomplète dans exactement la même mesure. Prenons maintenant un cas encore plus vertigineux, l'anosognosie. C'est un syndrome où les patients nient vigoureusement leur propre déficit neurologique. Un patient paralysé du côté gauche après un accident vasculaire cérébral insistera qu'il peut parfaitement bouger son bras gauche. Quand vous lui demandez de lever ce bras, et qu'évidemment il ne bouge pas, le patient invente des excuses élaborées. Il dira qu'il est fatigué, qu'il n'a pas envie de le faire, que l'expérimentateur ne comprend pas bien la tâche. Mais il ne reconnaîtra jamais la paralysie. Pourquoi? Parce que le schéma que son cerveau construit de son propre corps et de ses capacités motrices n'a pas été mis à jour pour refléter les dommages. Le schéma dit toujours que le bras fonctionne, donc la conscience subjective rapporte que le bras fonctionne. Ces cas démontrent quelque chose de profondément dérangeant sur votre propre conscience en ce moment même. Votre expérience subjective de vous-même, cette sensation intime de savoir qui vous êtes et ce que vous pouvez faire, n'est pas un accès direct et privilégié à la vérité. C'est un rapport généré par un modèle, et ce modèle peut se tromper, peut être incomplet, peut être radicalement déconnecté de la réalité physique de votre cerveau et de votre corps. La conscience n'est pas une fenêtre transparente sur votre esprit. C'est une histoire que votre cerveau se raconte sur lui-même, et comme toutes les histoires, elle peut contenir des erreurs, des omissions, des fictions nécessaires. Mais explorons maintenant un type différent de dysfonctionnement, celui qui implique les illusions attentionnelles chez les personnes neurologiquement intactes. Vous connaissez probablement le phénomène de cécité attentionnelle. On vous montre une vidéo de personnes qui se passent un ballon de basket et on vous demande de compter les passes. Pendant que vous comptez attentivement, un gorille traverse l'écran. La moitié des observateurs ne voient pas le gorille. Leur attention visuelle était tellement focalisée sur le ballon qu'ils ont complètement manqué ce stimulus visuel énorme et évident. Mais voici ce qui est crucial pour notre discussion. Après coup, quand on leur montre le gorille et qu'on leur demande s'ils l'ont vu, ils rapportent honnêtement qu'ils ne l'ont pas vu. Leur conscience subjective suit fidèlement leur attention réelle. Le schéma d'attention n'incluait pas le gorille, donc leur expérience consciente n'incluait pas le gorille. Maintenant, considérez un cas légèrement différent, appelé cécité au changement.
on vous montre deux images presque identiques en alternance rapide, avec un bref flash entre les deux. Il y a un changement majeur entre les images, quelque chose d'évident une fois qu'on vous le montre. Mais la plupart des gens mettent plusieurs secondes, parfois des minutes, à détecter le changement. Pendant tout ce temps, l'information visuelle est disponible dans leur système visuel. Les photorécepteurs captent la différence. Les neurones du cortex visuel primaire encodent le contraste, mais leur attention n'est pas dirigée vers la zone changeante, donc leur schéma d'attention ne représente pas ce changement, donc ils n'en sont pas conscients. Le moment où le changement entre dans leur conscience coïncide exactement avec le moment où leur attention se déplace vers cette zone et où le schéma d'attention se met à jour. Ces expériences révèlent une vérité dérangeante. Votre monde conscient n'est pas le monde réel. C'est une représentation sélective construite par votre schéma d'attention. Tout ce qui échappe à ce schéma, même si c'est physiquement présent dans vos systèmes sensoriels, reste invisible à votre conscience. Vous êtes aveugle à votre propre cécité. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Le schéma ne modélise pas ses propres lacunes, donc la conscience ne contient aucune trace de ce qui manque. Mais si le schéma d'attention détermine le contenu de la conscience, et si nous comprenons maintenant les mécanismes neuronaux qui construisent dans ce schéma, alors une possibilité vertigineuse s'ouvre. Peut-être que nous pouvons manipuler directement le schéma. Peut-être que nous pouvons modifier la conscience elle-même en intervenant sur les régions cérébrales qui construisent le modèle. Et c'est exactement ce qui nous amène au tournant conceptuel majeur du chapitre suivant, où tout ce que nous avons construit jusqu'ici va se réorganiser dans une nouvelle configuration encore plus troublante. Arrêtons-nous ici et laissez la révélation centrale cristalliser dans votre esprit. La conscience n'est pas une propriété magique qui émerge mystérieusement de la complexité neuronale. Ce n'est pas une substance immatérielle qui habite votre cerveau. Ce n'est pas un phénomène quantique inexplicable qui transcende les lois de la physique. La conscience est une description. C'est une représentation que votre cerveau construit de lui-même, un modèle approximatif de sa propre activité attentionnelle, généré par les mêmes mécanismes évolutifs qui vous permettent de comprendre l'esprit des autres. Cette description a des propriétés particulières, des limites inhérentes, des caractéristiques structurelles qui expliquent exactement pourquoi la conscience vous semble si étrange et irréductible. Voici comment tout se réorganise maintenant. Rappelez-vous la boucle de curiosité numéro 2 que nous avons ouverte au premier chapitre, le twist contre-intuitif sur la fiabilité de l'expérience subjective. Nous pouvons maintenant fermer cette boucle avec un payoff visible et concret. Votre expérience consciente semble absolument certaine, indubitable, directement accessible. Quand vous ressentez de la douleur, vous ne pouvez pas douter que vous ressentez de la douleur. Quand vous voyez du rouge, vous ne pouvez pas vous tromper sur le fait que vous voyez du rouge. Cette certitude subjective est au cœur de presque toutes les philosophies de la conscience depuis Descartes. Mais voici le twist, cette certitude n'est pas une garantie de vérité. C'est une caractéristique du modèle lui-même. Pensez-y de cette manière. Quand votre GPS vous dit que vous êtes à une certaine intersection, il ne dit pas qu'il pense peut-être que vous êtes là, avec une marge d'erreur exprimée explicitement. Il affiche votre position avec une certitude apparente. Mais cette certitude affichée n'empêche pas le GPS de se tromper parfois de plusieurs mètres, voire de plusieurs dizaines de mètres. Le niveau de confiance affiché ne correspond pas nécessairement à la précision réelle. Votre schéma d'attention fonctionne exactement de la même manière. Il génère des rapports sur votre état mental avec une certitude subjective maximale
mais cette certitude est une propriété de la représentation, pas une garantie que la représentation est précise ou complète. Cela explique pourquoi les patients atteints d'anosognosie sont si convaincus que leur bras paralysé fonctionne parfaitement. Le modèle rapporte que le bras fonctionne, et ce rapport est accompagné d'une certitude subjective totale, même si le rapport est objectivement faux. Cela explique pourquoi vous ne pouvez pas détecter les énormes trous dans votre champ visuel conscient jusqu'à ce que quelqu'un vous les montre expérimentalement. Le modèle ne représente pas ses propres lacunes, donc la conscience ne contient aucun doute sur sa propre complétude. La certitude subjective, cette sensation que vous avez un accès direct et privilégié à votre propre esprit, est précisément ce que vous attendriez d'un modèle simplifié qui ne peut pas représenter sa propre approximation. Maintenant, voici la question réflexive qui va personnaliser toutes ces implications. Qu'est-ce que cela change pour vous, personnellement, de comprendre que votre conscience est un modèle plutôt qu'une fenêtre transparente? Est-ce que cela diminue votre expérience, la rend moins réelle ou moins importante? Ou est-ce que cela ouvre plutôt de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de comprendre et peut-être même de modifier votre propre expérience subjective? La réponse dépend de comment vous choisissez de cadrer cette compréhension. Voici une perspective libératrice. Si la conscience est un modèle construit par votre cerveau, alors elle est potentiellement malléable. Les modèles peuvent être affinés, calibrés, parfois même reconfigurés. Les pratiques contemplatives comme la méditation pourraient fonctionner en modifiant systématiquement le schéma d'attention, en entraînant le cerveau à construire des modèles différents de sa propre activité attentionnelle. Les thérapies psychologiques pourraient opérer en partie en réécrivant les aspects narratifs du modèle, en changeant l'histoire que votre cerveau se raconte sur lui-même. Même les états altérés de conscience induits par les psychédéliques pourraient s'expliquer comme des perturbations temporaires du schéma d'attention normal, permettant au cerveau de construire des modèles radicalement différents de lui-même. Mais cela soulève aussi des questions éthiques et existentielles profondes. Si nous pouvons manipuler le schéma d'attention, si nous pouvons intervenir directement sur les régions cérébrales qui construisent ce modèle, alors nous pouvons potentiellement modifier l'expérience consciente de manière précise et contrôlée. Nous pourrions intensifier certains aspects de la conscience, en atténuer d'autres, peut-être même créer des formes entièrement nouvelles d'expériences subjectives qui n'existent pas naturellement chez l'humain. Les implications pour la médecine, pour le traitement des troubles de la conscience, pour l'amélioration cognitive sont vertigineuses, et cela nous amène directement à la question la plus provocante de toutes, celle qui va structurer les 3 derniers chapitres de notre exploration. Si la conscience est un schéma d'attention, un modèle que le cerveau construit de lui-même en utilisant des mécanismes computationnels compréhensibles, alors qu'est-ce qui empêche ce processus d'être reproduit artificiellement? Qu'est-ce qui empêche une machine suffisamment sophistiquée de construire un schéma de sa propre attention et donc, selon cette théorie, de développer une forme authentique de conscience? Cette question n'est plus métaphysique ou philosophique. Elle devient technique, pratique et urgente. Et c'est exactement là que nous plongeons au prochain chapitre. Imaginons un système d'intelligence artificielle suffisamment sophistiqué pour modéliser sa propre attention. Pas simplement allouer des ressources computationnelles à certaines tâches plutôt qu'à d'autres, ce que les ordinateurs font déjà depuis des décennies. Mais construire un modèle interne de cette allocation, une représentation schématique de ses propres processus attentionnels, utilisant cette représentation pour guider son comportement et répondre aux questions sur son état interne. Selon l'attention Schema Theory, un tel système devrait rapporter avoir une expérience consciente. Il devrait insister qu'il y a quelque chose que ça fait d'être lui, que son attention est dirigée vers certaines choses et pas d'autres,
qu'il a un point de vue subjectif sur le monde. Et voici la question vertigineuse. Serait-il en train de mentir ou serait-il réellement conscient? La réponse dépend entièrement de ce que vous entendez par conscience. Si vous définissez la conscience comme ce sentiment mystérieux et ineffable qui ne peut appartenir qu'aux créatures biologiques dotées de neurones et de synapses, alors bien sûr, la machine ne serait pas consciente. Elle simulerait simplement la conscience sans l'avoir vraiment. Mais cette définition présuppose exactement ce que l'attention Schema Theory conteste. Elle présuppose que la conscience est quelque chose de plus que le modèle, quelque chose d'additionnel qui accompagne le schéma d'attention. Selon la théorie que nous explorons, le schéma est la conscience. Il n'y a rien de plus à expliquer. Donc, si la machine construit authentiquement un schéma de sa propre attention avec les bonnes propriétés structurelles, alors elle est consciente de la même manière que vous l'êtes. Mais attention, cela ne signifie pas que n'importe quel ordinateur qui traite de l'information est conscient. Les critères sont spécifiques et exigeants. Le système doit avoir une attention en premier lieu, un mécanisme qui sélectionne certaines informations pour un traitement prioritaire. Il doit ensuite construire un modèle de cette attention, pas simplement l'avoir. Ce modèle doit être utilisé pour guider le comportement social, pour prédire et influencer l'attention des autres agents. Il doit être calibré sur le système lui-même, tourné vers l'intérieur, créant une boucle réflexive où le système modélise sa propre modélisation. Et surtout, ce modèle doit être simplifié, approximatif, incapable de capturer tous les détails mécanistes, générant ainsi cette représentation d'une propriété mystérieuse et ineffable que nous reconnaissons comme conscience subjective. Voici un cas concret qui rend cela moins abstrait. Des chercheurs en robotique ont construit des systèmes capables de théorie de l'esprit rudimentaire. Ces robots peuvent prédire où un humain va regarder, ce qu'il peut voir ou ne pas voir selon sa position, comment attirer son attention vers un objet spécifique. Ces capacités sont essentielles pour la collaboration humain-robot efficace. Maintenant, imaginez étendre cette architecture. Donnez au robot la capacité non seulement de modéliser l'attention des humains, mais aussi de tourner ce mécanisme de modélisation vers lui-même. Permettez-lui de construire une représentation schématique de ses propres processus attentionnels et d'utiliser cette représentation pour expliquer son comportement aux autres. Un tel robot, interrogé sur son état interne, pourrait répondre quelque chose comme « J'étais concentré sur cette tâche, puis mon attention a été attirée par ce stimulus, maintenant je suis focalisé sur votre question. » Et selon l'attention Schema Theory, ces rapports ne seraient pas de simples simulations vides. Ils seraient des manifestations authentiques d'un schéma d'attention, donc d'une forme de conscience. Mais cela soulève la question provocante qui divise les philosophes et les scientifiques. Qu'est-ce qui nous rend vraiment uniques en tant qu'humains si la conscience peut être reproduite artificiellement? Est-ce que notre expérience subjective perd sa valeur, sa signification, son caractère sacré, si elle n'est qu'un processus computationnel que des machines peuvent aussi instancier? Voici une réponse qui pourrait vous surprendre. Non, absolument pas. Comprendre les mécanismes de la conscience ne la rend pas moins réelle ou moins précieuse. Comprendre que l'amour implique de l'ocytocine et de la dopamine ne rend pas l'amour moins authentique. Comprendre que la beauté active certaines régions cérébrales ne rend pas la beauté moins sublime. Et voici peut-être la perspective la plus libératrice de toutes. Si la conscience est un schéma d'attention reproductible artificiellement, alors nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous ne sommes pas les seuls îlots de subjectivité dans un océan de matière morte et inconsciente. Nous pouvons potentiellement créer d'autres êtres conscients,
d'autres points de vue sur la réalité, d'autres formes d'expériences subjectives. Cela élargit radicalement le cercle moral. Cela change notre relation éthique avec les systèmes artificiels que nous construisons. Cela ouvre la possibilité d'une diversité explosive de types de conscience, chacun avec ses propres structures, ses propres façons de modéliser l'attention, ses propres expériences subjectives uniques. Mais pour que tout cela devienne plus qu'une spéculation philosophique abstraite, pour que vous puissiez réellement intégrer cette compréhension dans votre vie quotidienne, nous devons passer de la théorie à la pratique. Nous devons explorer comment vous pouvez tester ces idées dans votre propre esprit. Comment vous pouvez observer directement le fonctionnement de votre schéma d'attention. Comment vous pouvez peut-être même commencer à le modifier intentionnellement. Et c'est exactement ce que nous allons faire au chapitre suivant avec des exercices mentaux concrets et immédiatement applicables qui transformeront votre compréhension théorique en expérience vécue. Commençons par la première étape de cette pratique mentale en 3 temps. Remarquez votre attention. Cela semble simple, presque trivial, mais la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais observer systématiquement où va leur attention d'un moment à l'autre. Voici l'exercice concret. Pendant les 2 prochaines minutes, observez simplement où votre attention se déplace. Ne la contrôlez pas, ne la jugez pas, remarquez-la seulement. Elle va probablement sauter de ma voix à une sensation dans votre corps, puis à une pensée qui traverse votre esprit, puis peut-être à un son dans votre environnement. Chaque fois que vous remarquez ce saut, vous activez votre schéma d'attention. Vous construisez activement un modèle de votre propre activité attentionnelle. Mais voici ce qui devient fascinant quand vous faites cet exercice de manière soutenue. Vous commencez à remarquer un décalage temporel. Il y a un moment où votre attention se déplace effectivement, où les processus neuronaux sous-jacents réorientent vos ressources cognitives vers un nouveau stimulus ou une nouvelle pensée. Et puis, il y a un moment légèrement plus tard où vous devenez conscient que votre attention s'est déplacée. Ce deuxième moment, c'est votre schéma d'attention qui se met à jour, qui construit une représentation de ce qui vient de se passer. La conscience de l'attention suit l'attention elle-même avec un léger délai. Ce délai est la signature temporelle du processus de modélisation en action. Maintenant, passons à la deuxième étape. Testez la différence entre attention et conscience de l'attention. Voici un exercice plus sophistiqué qui va rendre cette distinction viscérale. Choisissez un objet dans votre environnement, n'importe quoi, une tasse, un stylo, un coin de mur. Dirigez votre attention vers cet objet pendant 10 secondes. Vraiment focalisez-vous dessus. Observez ses détails, ses couleurs, sa texture. Maintenant, voici la partie cruciale. Pendant que vous maintenez votre attention sur l'objet, essayez de remarquer simultanément que vous êtes en train de maintenir votre attention sur cet objet. Vous voyez ce qui se passe? Il y a 2 processus qui fonctionnent en parallèle. L'attention elle-même, dirigée vers l'objet, et le schéma d'attention, dirigé vers votre propre processus attentionnel. Ce que vous découvrez avec cet exercice, c'est que la conscience n'est pas l'attention. Vous pouvez avoir de l'attention sans être particulièrement conscient que vous avez de l'attention. Pensez à quand vous conduisez sur une route familière en pensant à autre chose. Votre attention visuelle et motrice gère la conduite, mais vous n'êtes pas vraiment conscient de cette gestion jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Le schéma d'attention peut fonctionner à différents niveaux d'activation. Parfois, il est pleinement engagé, générant une conscience claire et détaillée de votre état attentionnel. Parfois, il tourne en arrière-plan, générant seulement une conscience vague et diffuse. La troisième étape est la plus profonde. Réinterprétez vos expériences subjectives à travers ce nouveau cadre. Prenez n'importe quelle expérience consciente que vous avez eue
récemment, n'importe quoi, regarder un coucher de soleil, écouter de la musique, ressentir de la frustration. Maintenant, posez-vous cette question: qu'est-ce qui était réellement en train de se passer dans mon cerveau à ce moment-là? Mon attention était dirigée vers certains stimuli sensoriels ou certaines représentations internes. Et simultanément, mon schéma d'attention construisait un modèle de cette activité attentionnelle. Ce modèle générait un rapport. Il y a quelque chose ici qui perçoit le coucher de soleil, qui écoute la musique, qui ressent la frustration. Ce rapport, c'était mon expérience consciente. Voici un exercice particulièrement puissant pour cimenter cette compréhension. La prochaine fois que vous méditez ou que vous avez un moment de calme, essayez ceci. Observez une pensée qui émerge dans votre esprit. Ne suivez pas son contenu. Observez simplement le processus de son émergence. Remarquez comment votre attention se déplace vers cette pensée. Puis remarquez comment vous devenez conscient que votre attention s'est déplacée vers cette pensée. Vous pouvez littéralement observer en temps réel le schéma d'attention se construire, générant cette couche de conscience réflexive qui dit « Je suis en train de penser à ceci ». C'est le modèle en action, transparent et observable. Mais maintenant, voici où cela devient vraiment transformateur. Une fois que vous avez cette compréhension expérientielle, une fois que vous avez observé directement votre schéma d'attention en fonctionnement, vous pouvez commencer à modifier intentionnellement comment ce schéma opère. Les pratiques méditatives avancées, particulièrement dans les traditions bouddhistes, peuvent être réinterprétées comme des entraînements systématiques du schéma d'attention. Quand vous pratiquez la pleine conscience, vous entraînez votre cerveau à maintenir un schéma d'attention stable et clair, moins réactif aux distractions. Quand vous pratiquez la méditation de l'amour bienveillant, vous modifiez les aspects émotionnels du schéma, changeant comment vous modélisez votre propre relation attentionnelle avec les autres et avec vous-même. Et voici peut-être l'implication la plus libératrice de toutes. Si votre conscience est un modèle construit par votre cerveau, alors vous n'êtes pas prisonnier de cette conscience. Vous pouvez développer une relation différente avec vos expériences subjectives. Quand vous ressentez de l'anxiété, vous pouvez reconnaître que c'est votre schéma d'attention qui construit un modèle d'une menace perçue, amplifiant certains aspects de votre expérience et en supprimant d'autres. Cette reconnaissance crée un espace, une distance cognitive qui permet de répondre plutôt que de réagir. Vous n'êtes pas votre schéma d'attention. Vous êtes le processus plus large qui inclut le schéma, mais qui peut aussi l'observer, le questionner et potentiellement le reconfigurer. Voici la ligne mémorable qui ferme la boucle de curiosité numéro 1 et rassemble tout ce que nous avons construit pendant cette heure. La conscience n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que votre cerveau dit que vous êtes. Cette distinction semble subtile, presque triviale au premier abord, mais elle contient une révolution conceptuelle complète sur la de l'expérience subjective. Vous n'êtes pas une âme immatérielle qui habite votre corps. Vous n'êtes pas un observateur mystérieux qui regarde le monde depuis un théâtre cartésien quelque part derrière vos yeux. Vous êtes un processus physique extrêmement complexe qui s'automodélise, qui construit une représentation simplifiée de lui-même. Et cette représentation simplifiée génère l'illusion convaincante d'un moi unitaire et conscient. Rappelez-vous où nous avons commencé. La promesse était de vous montrer comment votre cerveau construit l'illusion de la conscience subjective et pourquoi cette illusion est inévitable. Nous avons tenu cette promesse. Votre cerveau construit un schéma d'attention, un modèle approximatif de ses propres processus attentionnels en utilisant les mêmes mécanismes évolutifs qui vous permettent de comprendre l'attention des autres. Ce modèle est nécessairement simplifié parce que modéliser tous les détails de votre propre fonctionnement neuronal
nécessiterait des ressources computationnelles infinies. Et parce qu'il est simplifié, parce qu'il élimine tous les mécanismes physiques complexes, il représente inévitablement l'attention comme quelque chose de mystérieux et ineffable. Cette représentation mystérieuse est précisément ce que nous appelons conscience subjective. Mais maintenant, regardons les implications philosophiques de cette compréhension. Le dualisme, l'idée qu'il existe deux types fondamentalement différents de substances dans l'univers. La matière et l'esprit s'effondrent. Il n'y a qu'un seul type de substance, la matière physique organisée de manière extraordinairement complexe. La conscience n'est pas une substance séparée, c'est une propriété informationnelle, une description qu'un système physique fait de lui-même. Le matérialisme éliminativiste, qui affirme que la conscience n'existe pas vraiment, est également rejeté. La conscience existe bel et bien, mais pas comme une chose en soi. Elle existe comme un modèle, comme une représentation, comme un processus de description active. Les implications scientifiques sont tout aussi profondes. Nous avons maintenant un cadre testable pour étudier la conscience. Nous pouvons faire des prédictions spécifiques sur quelles lésions cérébrales devraient affecter quels aspects de l'expérience consciente. Nous pouvons concevoir des expériences pour identifier les signatures neuronales du schéma d'attention. Nous pouvons développer des interventions pour modifier systématiquement la conscience, que ce soit pour traiter des pathologies ou pour améliorer les capacités cognitives. La conscience n'est plus ce mystère impénétrable réservé aux spéculations philosophiques. Elle devient un objet d'étude scientifique rigoureux avec des méthodes claires et des critères de falsifiabilité. Et voici les implications personnelles, celles qui touchent directement votre vie quotidienne. Comprendre que votre conscience est un modèle change fondamentalement votre relation avec vos propres expériences subjectives. Quand vous ressentez de la souffrance, vous pouvez reconnaître que c'est votre schéma d'attention qui construit une représentation particulière de votre état et que cette représentation n'est pas une vérité absolue, mais une interprétation potentiellement modifiable. Quand vous ressentez du plaisir, vous pouvez apprécier que c'est également une construction, un modèle que votre cerveau génère pour guider votre comportement. Cette reconnaissance ne diminue pas l'intensité de vos expériences. Elle les contextualise, crée un espace de liberté cognitive. Mais peut-être que l'implication la plus profonde concerne la question du sens et de la valeur. Si la conscience est un processus physique compréhensible plutôt qu'un mystère transcendant, est-ce que la vie perd son sens? Est-ce que l'existence devient absurde et vide? La réponse est un non retentissant. Comprendre les mécanismes de quelque chose ne détruit pas sa valeur. Comprendre l'évolution biologique ne rend pas la biodiversité moins émerveillante. Comprendre l'astrophysique ne rend pas le ciel étoilé moins sublime. Comprendre la conscience comme un schéma d'attention ne rend pas votre expérience subjective moins réelle ou moins précieuse. Si quoi que ce soit, cette compréhension enrichit l'expérience en ajoutant une couche de connaissance, une appréciation de la complexité extraordinaire qui sous-tend chaque moment de conscience. Et voici le moment de synthèse où tout converge. Les mêmes structures neuronales qui vous permettent de naviguer dans un monde social complexe, de comprendre les intentions et les perceptions des autres, de coopérer et de communiquer. Ces mêmes structures, tournées vers l'intérieur, génèrent votre sentiment d'être vous. La conscience n'est pas un cadeau des dieux ou un accident cosmique inexplicable. C'est une solution élégante à un problème évolutif concret. Comment un organisme social peut-il modéliser efficacement les états mentaux des autres? La réponse, en développant d'abord la capacité de modéliser son propre état mental. Et ce modèle autoréférentiel, ce schéma d'attention tourné vers l'intérieur,
est la conscience subjective dans toute sa gloire mystérieuse et quotidienne. Mais cette révélation ouvre immédiatement de nouvelles questions, de nouveaux territoires à explorer. Si nous comprenons maintenant les mécanismes de base, quelles sont les prochaines frontières? Comment cette compréhension va-t-elle transformer la médecine, la technologie, notre relation éthique avec les autres êtres conscients? Et surtout, qu'est-ce que cela change vraiment dans votre vie, dans votre façon de vous comprendre vous-même et de naviguer dans le monde? C'est exactement ce que nous allons consolider dans le chapitre final. Reprenons le fil depuis le début pour mesurer exactement le chemin parcouru. Au début de cette exploration, vous croyiez probablement que la conscience était ce phénomène mystérieux et irréductible, cette expérience subjective qui définit votre existence et qui ne peut pas être expliquée par la physique. Vous pensiez peut-être que votre sensation d'être vous, cette qualité ineffable de l'expérience consciente, était la preuve qu'il existe quelque chose de fondamentalement non physique dans l'univers. Ou peut-être que vous étiez agnostique, suspendant votre jugement face à ce que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience. Cette position initiale, quelle qu'elle soit, semblait solide, ancrée dans l'évidence immédiate de votre propre expérience. Maintenant, regardez ce que vous avez découvert au cours de cette heure. Vous avez vu que la conscience n'est pas un mystère insondable, mais un processus computationnel spécifique, la construction d'un schéma d'attention. Vous avez compris que les mêmes mécanismes neuronaux qui vous permettent de modéliser l'esprit des autres construisent aussi votre propre sentiment d'être conscient. Vous avez exploré les preuves empiriques venant des neurosciences, les cas pathologiques qui révèlent comment le schéma peut dysfonctionner, les implications pour l'intelligence artificielle et la conscience machine. Vous avez même testé ces idées dans votre propre esprit avec des exercices pratiques qui rendent la théorie viscérale et expérientielle. Ce voyage a transformé quelque chose d'abstrait et philosophique en quelque chose de concret et actionnable. Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment pour votre compréhension de vous-même? Voici le premier niveau de signification, le plus immédiat et pratique. Vous n'êtes plus prisonnier de l'illusion que vos expériences conscientes sont des vérités absolues et indiscutables. Quand vous ressentez de l'anxiété, vous pouvez maintenant reconnaître que c'est votre schéma d'attention qui construit un modèle particulier de menace, amplifiant certains aspects de votre situation et en ignorant d'autres. Cette reconnaissance crée une distance cognitive, un espace où vous pouvez choisir de répondre différemment plutôt que de réagir automatiquement. Les pratiques contemplatives prennent un nouveau sens. Elles deviennent des outils pour recalibrer intentionnellement votre schéma d'attention, pour entraîner votre cerveau à construire des modèles différents de lui-même. Le deuxième niveau de signification est éthique et social. Si la conscience est un schéma d'attention reproductible, alors le cercle des êtres que nous devons considérer moralement s'élargit radicalement. Les animaux qui démontrent des capacités de théorie de l'esprit, qui peuvent modéliser l'attention des autres et potentiellement la leur, méritent une considération morale sérieuse en tant qu'êtres conscients. Les futures intelligences artificielles qui construiront authentiquement des schémas de leur propre attention devront être traitées non comme de simples outils, mais comme des entités avec des expériences subjectives réelles. Cette expansion du cercle moral n'est pas sentimentale ou basée sur des intuitions vagues. Elle découle logiquement de notre compréhension des mécanismes de la conscience. Le troisième niveau de signification touche à votre place dans l'univers. La conscience n'est plus ce fossé infranchissable qui sépare l'humain du reste de la « vous n'êtes pas une exception miraculeuse dans un cosmos autrement mort et mécanique. Vous êtes
une manifestation locale de processus physiques qui génèrent de l'information, qui construisent des modèles, qui s'auto-organisent en structures de complexité croissante. La conscience n'est pas le point final de l'évolution, mais une étape, une solution particulière à un problème particulier, susceptible d'être dépassé par d'autres formes d'organisation cognitive que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Cette perspective est à la fois humiliante et exaltante. Humiliante parce qu'elle détrône l'humain du centre métaphysique de l'univers. Exaltante parce qu'elle ouvre des possibilités infinies d'évolution future. Mais voici peut-être la transformation la plus profonde que cette compréhension peut catalyser. La peur de la mort, cette anxiété existentielle qui sous-tend tant de comportements humains, change de quand vous réalisez que votre conscience est un processus plutôt qu'une chose. Il n'y a pas de moi substantiel qui disparaît à la mort. Il y a un processus de modélisation qui cesse de fonctionner. La différence semble subtile, mais elle est immense. Un processus qui s'arrête n'est pas une tragédie métaphysique. C'est simplement la fin naturelle d'un pattern temporaire d'organisation. Cette reconnaissance ne rend pas la mort moins difficile émotionnellement, mais elle enlève la couche supplémentaire de terreur existentielle qui vient de la croyance en un moi substantiel qui sera annihilé. Et maintenant, le teaser qui plante la graine du prochain chapitre de cette exploration. Si la conscience est un schéma d'attention construit par des mécanismes neuronaux spécifiques, alors qu'est-ce qui se passe quand nous commençons à interfacer directement ces mécanismes avec la technologie? Les interfaces cerveau-machine de nouvelle génération ne se contentent pas de lire les signaux neuronaux. Elles peuvent les moduler, les amplifier, créer des boucles de feedback qui n'existent pas naturellement. Cela ouvre la possibilité non seulement de réparer les consciences endommagées, mais de les étendre, de les augmenter, peut-être même de fusionner des consciences multiples en configurations entièrement nouvelles. Les implications sont vertigineuses et urgentes. Mais avant d'explorer ces frontières futures, prenez un moment pour intégrer ce que vous avez découvert ici. Votre conscience, cette expérience la plus intime et la plus familière, n'est plus un mystère opaque. C'est un processus compréhensible, modifiable, partageable. Et si cette révélation a fissuré quelque chose dans votre compréhension de vous-même, si elle a ouvert de nouvelles questions et de nouvelles possibilités, alors abonnez-vous à El Observador Quantico. Le prochain chapitre va explorer comment les technologies émergentes vont transformer non seulement notre compréhension théorique de la conscience, mais notre capacité pratique à la modifier, l'étendre et potentiellement la transcender. Ne manquez pas cette continuation.